Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 7e épisode du podcast Paroles contre l'antisémitisme, podcast que vous pouvez écouter sur les plateformes Apple, Deezer et Spotify, et également sur le DAB+, de Radio RCJ en numérique, sur le site dans la rubrique RCJ Studio et dans les dossiers spéciaux de la rédaction. Un podcast aux valeurs universalistes, un podcast laïque, républicain et antiraciste, un podcast qui ne devrait pas exister. Si vous me demandez sa couleur de peau, je vous répondrai bleu, blanc, rouge. Si vous m'interrogez sur ses croyances, je vous répondrai universalisme, laïcité et république. Si vous me questionnez sur sa profession, je vous répondrai que noir n'est pas son métier. Mais qu'elle déjoue les pronostics bien français qui se plaisent encore trop souvent à enfermer les personnes dans des fonctions uniques. Car si l'on est conseillère en politique ici, l'on ne peut pas être écrivaine là-bas, encore moins sportive de haut niveau ailleurs. Et vous rêvez, si vous pensez en plus, pouvoir être diplômé d'un DESS des droits de l'homme, d'un DESS en droit humanitaire et d'un DEA en droit international. Vous me direz que je me fiche carrément de vous, sacrebleu diantre, j'adore les jurons Molière. Si de femme de lettres, vous bifurquez par femme de tête, rétrogradée en marcheuse, hippopeuse, danseuse, coureuse, trop de euse, bref. D'abord encartée sous l'étiquette Les Verts, ma 7e invitée écrit ensuite des discours pour des personnalités politiques, mais promis, elle n'est pas venue nous servir la soupe ni la jeter sur la Joconde. Saviez-vous que la mise en mouvement du corps est un des conseils incontournables que les coachs professionnels donnent quand il s'agit de conjurer un trauma ou plutôt de le digérer pour l'expulser? Et oui, la guérison passe par la mise en mouvement du corps, le sport est salvateur. Alors je ne peux m'empêcher de m'interroger sur notre Forrest Gump afro-yiddish tourangelle, comme elle se définit, née d'un père gambien, professeur d'anglais à l'université, et d'une mère française, libraire, d'origine juive ashkénaze de Pologne. Certains l'auront peut-être déjà reconnue, c'est de Rachel Kahn dont il s'agit. Rachel Kahn est une femme aux multiples facettes, presque caméléon, qui a grandi entre deux cultures, deux religions, deux continents, et qui a su tirer parti de cette richesse pour se forger une identité singulière et affirmée. Je dédie ce 7e épisode à tous les musulmans pris en otage, en France et à travers le monde, par un noyau dur de terroristes islamistes rétrogrades, meurtriers, sanguinaires, qui emmerdent la planète entière et qui trucident au nom d'un Dieu qu'il, s'il existe, bafoue, se prenant pour lui. Ce ne serait pas ça le blasphème suprême, dites donc, en le croyant trop faible pour rendre justice lui-même. Et bien évidemment, une pensée à tous les otages encore aux mains du Hamas. Puissions-nous vous voir rentrer chez vous, sains et saufs. Rachel Kahn, bonjour. Bonjour Héloïse. Ma première question, Rachel. Oui. Qu'est-ce qui vous fait courir et de quoi vous guérissez-vous ? Alors je crois que ce qui me fait courir, c'est la vie. En tout cas, c'est dans une course que je me sens vivante. Dans une course, alors quel que soit le sujet, ça peut être les courses pour les enfants, pour leur faire à manger, comme les courses en écriture, comme les courses que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune en équipe de France, en athlétisme. C'est ce qui me donne, en tout cas, le sentiment, évidemment, de ne pas rester sur place et donc d'avancer. Et je crois, c'est de me réparer de toutes ces blessures. Alors, les grandes et les petites choses, c'est-à-dire les blessures à la fois ancestrales, celles de mes grands-parents, de mes parents, et puis les plus petites, les miennes, celles qui ne sont pas forcément dans les livres d'histoire, mais en tout cas, notamment, je pense à la bataille sur l'égalité femmes-hommes, sur ce que l'on peut vivre en tant que femme dans cette République, même si on a le sentiment quand même d'être des enfants gâtés, l'égalité est malgré tout un combat. Vous parlez de blessures. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait aujourd'hui que les blessures peuvent être transgénérationnelles. Et on a aussi maintenant des études qui montrent le pouvoir de l'épigénétique, c'est-à-dire de l'environnement. Pour les gens qui ne connaissent pas, je vous invite à googler le pouvoir de votre environnement, notre environnement sur nous, en fait, sur nos gènes. Tout à fait. Qui peut modifier. En quoi vous pensez avoir modifié quelque chose dans ce rapport au temps et dans cette course que vous avez entamée, je ne sais pas à quel âge d'ailleurs, puisque petite, vous étiez déjà dans cette course-là, ou est-ce que c'est venu à l'adolescence ? Je crois que c'est venu assez petite en fait. Déjà à la danse classique,
Vous aviez quel âge quand vous avez commencé? Alors, j'avais 4 ans quand j'ai commencé, j'avais 15 ans quand j'ai arrêté, puisque j'ai fait une année un peu compliquée entre la danse classique et l'athlétisme, avec un positionnement du corps qui est complètement à l'opposé. Ah oui. Ouais. Mais je crois que la bataille, c'était pour redonner un nom à mes parents. C'est-à-dire que du côté de mon père, en Afrique de l'Ouest, avec une histoire aussi heurtée par des crimes contre l'humanité. Et de l'autre côté, ma mère, enfant caché, je crois que j'ai voulu que leur nom soit écrit notamment dans les livres ou à travers moi soit écrit quelque part, que ce soit dans des rôles en danse classique, que ce soit en athlétisme sur les podiums, et que ce soit après, maintenant, aujourd'hui, dans l'écriture de livres. C'était une manière de réhabiliter aussi cette histoire, puisque ce sont deux peuples, entre le Sénégal, la Gambie, l'Afrique de l'Ouest et le Yiddishland, des personnes, toutes ces personnes qui ont été, au fond, rayées de la carte. Alors, c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent aussi. La Gambie, elle est vraiment encastrée pratiquement dans le Sénégal. Elle est complètement encastrée. Complètement. Ouais. Mais alors, ce qui est encore plus intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que vous auriez pu vous tourner vers l'identitaire, vers le combat identitaire. Or là, c'est pas ça. C'est plus subtil. Vous avez voulu laisser une trace dans l'histoire. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le combat identitaire, est-ce que ça fait partie d'un de vos combats? J'ai déjà un petit peu la réponse, mais et alors pourquoi et comment vous expliquez que vous ne soyez pas tourné, puisque vous avez été dans cette peut-être perte d'existence de nom, cette perte d'identité, on veut effacer. Ouais. Vous auriez eu la voie, l'autoroute pour aller vers aujourd'hui les dérives identitaires. Qu'est-ce qui fait que vous, ça ne vous est pas parlé? Mais parce que c'est ce que vous soulignez tout à l'heure, c'est l'environnement. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'être dans un environnement profondément universaliste, humaniste, et surtout où l'amour règne, et règne encore. C'est-à-dire que mes parents... sont encore vivants, mes parents s'aiment, mes parents sont ensemble, et l'un a épousé la culture de l'autre et vice-versa. Ma mère parle un petit peu wolof, là ils sont tous les deux en Gambie, où voilà, ils profitent de l'hiver en Europe pour y aller 6 mois, voilà, sous le manguier, et de l'autre côté, mon père... qui pour les fêtes va à la choule. Voilà ce qui a baigné mon enfance, et surtout qui est en écho profond avec la lettre et l'esprit de notre pays. C'est-à-dire et je le répète souvent, on n'est pas un peuple ni ethnique, ni religieux, ni identitaire, mais un peuple qui se retrouve autour de la table des principes républicains. Et lorsque j'avais, moi, ces dîners petites pour les fêtes, avec mon grand-père revenu des camps, avec son accent yiddish, et de l'autre côté... Mon père, avec toute son histoire africaine. C'est incroyable, cette richesse. Oui, et que j'entendais j'entendais leur dialogue, leur manière de parler ensemble en français, avec leur accent, avec leur humour, avec aussi leurs incompréhensions du français qui pouvaient créer des quiproquos, mais qui étaient vraiment drôles. Avec toutes ces langues-là autour de la table, j'ai baigné dans ça. Et effectivement, le travers, et ça vient au moment de l'adolescence, c'est de se dire, bon, ça va être trop compliqué d'épouser finalement l'universalisme. Et finalement, c'est à la fois compliqué, mais à la fois, ça aurait été de me dédire, de me déshumaniser, de me couper d'une partie de mon histoire. Et je ne voulais pas me couper d'une partie de mes racines. Donc, il est facile, et puis surtout quand on est adolescent, avec... une forme d'immaturité, de colère, une volonté de vengeance de ses parents, etc. On a tous ressenti Vous avez ressenti ça? Bien sûr, j'ai ressenti ça, bien sûr. Et puis surtout que j'ai été baignée par plein d'amour autour de moi, mais que le racisme d'un côté, l'antisémitisme de l'autre, je l'ai vécu, on va pas fermer les yeux là-dessus. Le sexisme aussi, je l'ai vécu, on va pas fermer les yeux là-dessus. Mais ne pas finalement m'enfermer dans cette identité, une identité carcérale qui, au fond, ferait plaisir à mes ennemis. Ah, une identité carcérale, c'est un terme très fort. Comment vous cohabitez? Alors, non, juste avant, j'aimerais savoir, est-ce que vos parents
sont fiers de vous, Rachel. Et est-ce que vous avez perdu des amis ou des personnes sur le chemin en prenant les prises de position publiques fortes que vous prenez ? J'espère que mes parents sont fiers de moi. Mais mon père, vous savez, il est très dur. Donc, il va jamais dire que c'est formidable ou des trucs comme ça. C'est-à-dire que c'est normal de défendre la République, de défendre son pays, de défendre notre pays qui a pu nous accueillir, etc. C'est la moindre des choses. D'accord. Voilà. Mais je vois dans son œil, même s'il le formule pas, et pourtant il vient de l'oralité, mais il ne le formule pas, je vois dans son regard que ça va. Ma mère est plus prolixe, donc... Les femmes, souvent, si je peux me permettre. Voilà, c'est ça. Donc, je suis contente, mais j'espère continuer à les satisfaire, en tout cas. Et puis, pour cette histoire de chemin et des combats, c'est toujours très intéressant, parce que vous savez... Quand on est, et je vais vous parler très franchement, sans filtre, quand on a été notamment en cabinet politique et notamment avec des budgets à gérer sur la culture, c'est toujours intéressant parce que vous êtes là pour servir. Moi, j'étais vraiment dans l'intérêt général avec un budget quand même significatif. La région Île-de-France avait à peu près 100 millions à donner aux artistes sur les films, le patrimoine, vous êtes l'art plastique. relié à la culture. À la culture, et j'étais au cabinet du président de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon. Et quand on a un budget, vous savez, on a toujours plein d'amis. et surtout, quand vous êtes attentive à l'ensemble des projets, la personne pense que... vous pensez exactement comme elle. Mais moi, j'avais je ne sais pas combien d'artistes que je recevais en rendez-vous, et certains que je voulais soutenir, mais avec lesquels je n'étais pas forcément d'accord. Donc, simplement, je n'exprimais pas cette voix, puisque je devais répondre à une mission qui est l'intérêt général et au service public. Oui. Et alors, effectivement, quand j'ai commencé à écrire, déjà, certains l'ont mal pris. C'est assez étonnant, d'ailleurs. À écrire vos romans. Les romans ou les essais. Les essais. Ou... Et d'autres, alors, carrément, m'ont dit « tu as changé ». Alors même que je n'avais pas changé, simplement je n'avais pas exprimé ma voix, parce que ce n'était pas mon travail. Voilà, j'avais un devoir de réserve. Quand on est dans un service public, on a un devoir de réserve, de répondre aux besoins, aux besoins que je pensais pertinents pour la société, sans forcément être d'accord par les porteurs de projets. Et après, donc, finalement... je ne suis pas en manque d'amis, il y a aucun problème, en tout cas, voilà. Rachel ne recherche pas un nouvel ami. Non, mais c'est-à-dire que c'est assez... Par contre, c'est très intéressant comment la nature humaine est faite, notamment soit par rapport à l'argent ou pour projeter quelque chose en vous qui n'existe absolument pas. Oui, parce que dès qu'on devient aussi une femme de médias un petit peu, beaucoup, on a aussi cet effet-là du regard extérieur, même de sa famille, de ses proches qui changent. Oui. Moi, je suis contente d'avoir consolidé des amitiés, par contre. J'ai consolidé des amitiés extraordinaires. Il y a un noyau dur qui se crée. Ah oui, bien sûr. Comment ce noyau dur a réagi ? J'ai eu beaucoup de témoignages de personnes, de Français qui sont de religion juive, qui vivaient leur judaïsme parfois... autant de façons différentes que de personnes existent finalement, mais qui m'ont écrit, envoyé des messages en me disant qu'ils avaient été, encore hier, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit tellement déçu par son entourage, tellement heurté, blessé, largué, parce que aucune manifestation d'empathie, aucun message. J'ai entendu un monsieur qui était dentiste me dire que dans son cabinet, il est arrivé, il devait être associé avec quelqu'un, en fait, l'association ne s'est pas faite. La personne, en arrivant le matin, bonjour, puis rien d'autre. Enfin, donc en fait, je voulais savoir, vous, votre noyau dur, comment il a réagi à ça ? Comment vous avez vécu le 7 octobre ? Et comment vivez-vous cet antisémitisme-là en France ? Alors, c'est un petit peu particulier. C'est comme si j'avais eu cette intuition à un moment donné, justement, comme vous le soulignez tout à l'heure, de me rapprocher éperdument de mes racines qui font partie des racines de l'histoire de France, avec beaucoup de migration, beaucoup de religion aussi. Et comme il y a 3 ans, j'avais sorti, alors bien avant, j'avais sorti Les Grandes et les Petites Choses, qui racontait cette histoire d'afro-yiddish qui faisait du sport, donc vraiment un roman
biographique, quoi. Et puis ensuite, Racé, qui a été pour moi important parce que dans tout ce bruit, j'ai tenté de me rapprocher quel était mon combat contre l'antisémitisme et contre le racisme par rapport à mes origines. Et donc en affirmant justement ce que ma peau ne raconte pas, ce que ma couleur de peau ne raconte pas, en affirmant haut et fort ma judéité et en quoi l'intersectionnalité, ce qu'on appelle le wokisme, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, cette victimocratie, cette intersectionnalité qui finalement pointe du doigt le juif et qui fait que lorsque vous êtes une femme noire, vous devez être seulement musulmane, mais dès que vous avez une goutte de sang juif, vous sortez du champ puisque vous appartenez aux dominants. C'est comme si j'avais préparé le 7 octobre, puisque tous les amis dont vous parliez tout à l'heure, ils sont partis au moment de Racé. Mais après, le 7 octobre, et puis encore avant, avec l'affaire Médine qui a eu lieu cet été, c'était 2 mois avant le 7 octobre. Et là, j'ai compris que j'avais eu raison d'écrire Racé. Alors, il y a plein de choses. Premièrement, il faudrait juste rappeler peut-être pour les personnes déjà de quoi parle Racé. Deuxièmement, pourquoi n'aimez-vous pas le terme de wokisme ? Je ne vais pas redéfinir l'intersectionnalité parce que les personnes qui nous ont écoutés, honnêtement, on en a beaucoup parlé à mon micro. Donc, si vous voulez en dire un mot, peut-être votre définition, si ça m'intéresse, de l'intersectionnalité. Et quatrièmement, le fait d'être une femme de médias vous a obligé à prendre des positions qui fait que vous avez déjà effectué un tri par défaut, finalement. Ce que ne font peut-être pas les personnes qui sont, j'en sais rien, quand on est fleuriste, boulanger, ou c'est passé par une matière à discussion avec ses clients et son entourage. Donc là, c'est sûr que quand on prend la parole sur ces sujets forts... Alors déjà, pourquoi vous n'aimez pas le terme wokisme ? De quoi parle Racé ? Et l'intersectionnalité, qu'est-ce que c'est, selon Rachel Kahn ? Alors oui, pour moi, wokisme, les woke, moi j'aime la langue française en fait. Donc déjà ce terme qui s'invite et qui colonise nos débats, je parle de colonisation de manière consciente. J'aime pas parce qu'en fait c'est pas un mot qui est parlant. On ne comprend pas ce qui le soulève. Pour moi, c'est un dogme, une forme de religion qui s'attaque à l'universalisme et qui s'attaque à l'humanisme. C'est une religion qui vous déshumanise puisque elle scinde l'humanité en deux, les dominants et les dominés. Et puisque ce sont les dominés qui ont la parole, sauf les juifs évidemment, puisqu'ils n'ont pas le droit à la parole, donc c'est... Finalement, c'est plus de l'ordre, pour moi, de la victimocratie. C'est-à-dire comment, du fait d'être victime de manière ancestrale, pas dans sa vie de tous les jours, lorsqu'on a la bonne couleur de peau ou la bonne religion, on peut en tirer des privilèges. Ce qui fait que lorsque vous commettez, par exemple, un délit ou un crime, ça ne sera jamais totalement de votre faute, du fait de votre naissance. Et là, on est vraiment avant la Révolution française, puisqu'on est... entre guillemets, dans le sang bleu, on est, de par votre famille et de par votre pédigré, vous avez une revanche à prendre contre les dominants. Voilà, donc je préfère parler de victimocratie. Ensuite, sur la question de Racé, c'était un moyen pour moi de me rapprocher de ma propre pensée d'afro-yiddish. De plus être dans un dogme, de plus être dans une idéologie finalement prête à consommer, mais de comprendre pourquoi cette idéologie victimaire me dérangeait en tant qu'afro-yiddish et surtout en tant que républicaine convaincue. Et surtout, le fait que, en s'attaquant à l'humanisme et l'universalisme, il s'attaque à ma famille. Parce que c'est pas simplement, en fait, ce ne sont pas simplement des notions pour moi. L'universalisme est aujourd'hui une universalité concrète. Quand je vous parlais tout à l'heure des fêtes de famille, etc., j'avais l'universel sous les yeux. Sous les yeux. Donc voilà, donc Racé, c'est un ouvrage que j'ai travaillé en 3 parties, avec des mots qui nous séparent, des mots qui ne vont nulle part et des mots
J'essaie de trouver des mots qui nous réparent. Et dans les mots qui nous séparent, pour moi, le langage a des graines de séparatisme en lui, notamment ce terme racisé que je ne supporte absolument pas, par exemple. Dans les mots qui vont nulle part, ce sont les mots qu'on entend souvent dans les discours politiques, le vivre ensemble. Ah oui, d'accord. J'allais vous demander ce que c'était. Voilà, d'accord. le vivre ensemble, ces discours ronronnants qui, au fond, mais qui au fond nous divisent aussi, parce qu'en ne répondant pas et en ne mettant pas des termes justes sur ce qui nous heurte, eh bien on attise la haine et le séparatisme. Et puis ensuite, j'ai essayé de trouver dans les mots qui réparent, moi un mot que j'aime beaucoup, parce que je pense que c'est le travail d'une vie pour y arriver, c'est le mot signature, d'avoir un nom et un prénom en évolution constante. Cette identité en mouvement, en fait, et qui est pour moi la clé de la lutte contre les questions identitaires. Oui, parce que l'identitarisme ou l'identitaire fige les gens dans une personnalité. On sédimente complètement l'identité. On n'est pas en devenir, alors que l'être humain, d'abord, est en contradiction constante et en évolution constante. En mutation constante. En mutation. Et puis on est fait de mosaïques de choses. Exactement. Mais qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à une jeune femme ou un jeune homme qui nous écoute et qui est un peu perdu dans tout ce flot d'informations sur les réseaux sociaux qui donc pousse les gens à aller vers l'identité, il y a un mot qu'on a prononcé rapidement hors micro ou au micro, je sais plus, décolonial, où il y a des très forts mouvements d'écolo. En plus, vous venez d'un papa gambien, donc pour le qui a vécu avec des parents qui y retournent, donc vous avez un lien très fort avec l'Afrique de l'Ouest. Et je suis de double nationalité en plus. Voilà. Donc qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui va, une femme ou un homme qui va aller vers tout ce mouvement, qui va, je sais pas, je parle des blackface, qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de ça, jusqu'à tout ce vocabulaire décolonial qui fait d'une personne une victime. Comment est-ce qu'aujourd'hui ces personnes peuvent sortir de cette victimisation et aller plus vers cet universalisme? Qu'est-ce que ça va leur apporter finalement? Pourquoi est-ce qu'ils choisiraient d'aller vers ça? Pour leur signature, pour leur propre, pour concrètement dans leur vie, avoir un nom et un prénom vivant, et pas un nom et un prénom absent, effacé, et finalement de se transformer comme un des maillons d'un troupeau. Parce que finalement, ce décolonialisme-là, c'est un colonialisme, c'est quelque chose qui ne vous pousse plus à réfléchir. Vous n'avez plus vos propres pensées, vous n'avez plus vos propres mots, puisque vous devez impérativement, dans votre vocabulaire, intégrer ces mots-là. Lorsque vous prenez la parole en public, pointer du doigt l'autre et endosser un langage qui n'est pas le vôtre, profondément le vôtre. Oui. Donc, ce que je leur dirais, c'est véritablement de prendre du recul, parce que ce décolonialisme-là, il ne crée que du mal-être. En réalité, puisque il ne vous permet pas de vivre les choses pleinement, puisque vous devez être ce troupeau qui fait partie d'une meute, toujours prête à assaillir le dominant, le mâle blanc, le juif, etc. Donc vous vivez au fond dans la haine. Le conseil, et c'est le même conseil que m'avait... deux conseils peut-être. Le conseil de mon père... c'était même pas un conseil, c'était une injonction. On sent un papa avec un très fort tempérament. Il me disait, mais l'origine de l'homme, on peut dire juif, musulman, catholique, etc., les couleurs de peau et tout ça, mais l'origine de l'homme, c'est la bibliothèque. Donc de prendre ce recul pour lire nos racines qui sont dans la bibliothèque. Toutes les formes de littérature, toutes les formes de périodes littéraires, etc., qui peuvent vous construire. Et non pas ces dogmes prêts à emporter, qui finalement... qui vous réduisent, au fond. Parce que l'intersectionnalité ne fait que vous réduire. Paradoxalement, parce que sur le papier... C'était un joli concept. C'est-à-dire, effectivement, de prendre toutes ces strates, toutes ces couches pour justement être au plus près des injustices que vous pouvez vivre.
la bibliothèque. Et l'autre, c'est mon papa de cœur que j'ai perdu au moment du Covid, Manu Dibango. Ah oui. Je crois que pour s'en sortir aussi et pour se créer son propre récit, il faut savoir aider un plus jeune que soi aussi. Et toujours tendre la main à un autre plus jeune que soi. Et c'est possible chez les plus jeunes aussi. Oui, tout à fait. Alors c'est intéressant. Pareil, j'ai plein de choses en vous écoutant qui me viennent à l'esprit. D'abord, j'aimerais savoir si vous avez parlé avec votre maman. Vous disiez qu'elle était une enfant cachée. Est-ce qu'elle vous a raconté une partie de son histoire? Est-ce que vous voudriez bien partager peut-être avec nous ce dont vous avez hérité de la mémoire de votre maman? Deuxièmement, j'ai envie de me faire l'avocat du diable. Oui. Un jeune répondrait « Ouais, mais attends, la guerre d'Algérie, ce qu'on a fait, c'est atroce. » Et c'est vrai. Ce qu'on a fait avec la colonisation et torturer les gens, c'est horrible. Et puis l'esclavagisme. En fait, c'est très difficile de contrer des faits par... c'est pas par une idéologie, mais comment exprimer ce que je veux dire? À chaque fois que j'ai eu ce genre de discussion, même dans ma propre famille, j'ai eu des personnes en face de moi qui crachaient sur la France et avaient un discours tellement anti-France qu'il y a un moment, je n'arrivais plus à opposer quoi que ce soit. Parce que, et je parle de gens privilégiés qui n'ont pas vécu, comme vous le disiez, ce genre de choses, mais j'avais en face de moi un tel amalgame de faits, de causes qui pointaient du doigt notre pays en disant en fait qu'on était le pays qui avait participé à la traite négrière, qu'on était le pays... Donc il y a un moment, en fait, je ne sais pas comment, par quelle faille on peut... Moi, c'est quelque chose, voilà, vraiment, et c'est aussi pour ça que je donne la parole à des gens comme vous, parce que y a aussi des réponses, et peut-être que ça atteindra des personnes qui nous écoutent. Est-ce que vous avez déjà eu à tenir ce genre de discours avec des plus jeunes? Vous parlez du temps de la main des plus jeunes. Est-ce que vous avez réussi parfois peut-être pas à convaincre, mais à un peu modifier leurs pensées, à les aider, à les accompagner? Et comment vous y prenez? Je ne sais pas s'il y a une recette magique, c'est un peu compliqué comme question. C'est vrai que moi, en fait, oui, alors que ce soit au collège, au lycée, avec beaucoup d'interventions, même avec Ismaël Saïdi, des spectacles contre la radicalisation. Et justement, dans ce spectacle qui pointe aussi, il y a un des personnages qui est un ancien terroriste, donc qui a une détestation de la France éperdue. Et puis aussi parce que j'ai fait pendant 4 ans des ateliers, mais toutes les semaines en détention, avec alors des jeunes détenus, puis des moins jeunes aussi, radicalisés. Et puis après, j'avais aussi des séances avec l'ensemble des détenus. Enfin, ils n'étaient pas nombreux, enfin, ils étaient une quinzaine, mais en tout cas, il y avait, c'était assez mélangé en termes de génération et de faits. Mais en réalité, c'est un problème de connaissance aussi. Oui. D'abord, de rappeler que l'Algérie, ce qui s'est passé en Afrique, ce qui s'est passé au moment de la Shoah, ce qui s'est passé au Rwanda, ce qui s'est passé... Ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Donc, c'est pas les uns contre les autres. C'est une histoire. C'est la grande histoire. Et sinon, pourquoi parler, pour l'esclavage, de crimes contre l'humanité si ça ne concerne pas l'humanité tout entière? Donc déjà, se tranquilliser avec ça. C'est-à-dire que c'est pas simplement telle ou telle personne. Et c'est pour ça que j'en veux aussi aux décoloniaux, puisque seuls les concernés devraient parler. Non, c'est tout le monde qui doit parler. C'est l'humanité. C'est l'humanité, très précisément. Parce qu'en disant c'est seulement les concernés qui doivent parler, eh bien finalement, vous dépossédez les autres de se battre main dans la main, justement, contre toute forme de racisme, d'intolérance. Donc voilà. Ensuite... Pour les plus jeunes, moi je pense qu'il y a un vrai travail, et là pour le coup peut-être de l'éducation nationale, de les faire partir dans les pays d'origine.
au lieu de faire des voyages scolaires, je ne sais où, finalement, qui sont des très beaux voyages, une très belle formation, mais je crois qu'il y a un manque chez nos jeunes qui ne peuvent pas partir dans leur pays d'origine, de revendiquer plus pour tenter de rattraper quelque chose qui est en eux et qu'ils ne matérialisent pas forcément, et qui crée finalement une forme de fantasme. Voilà, oui, enfin, de revendication et de haine, quelque chose qui est mal placé. Parce qu'on ferait travailler, par exemple, je sais pas moi, des jeunes pendant 3 semaines en Algérie, au Maroc, pour voir les fonctionnements. Eh ben oui, mais... Non, mais c'est que voilà. serait peut-être très content de revenir en France. Voilà. Voilà. Et ensuite, sur la question, après, que ce soit de l'Algérie, la bibliothèque, on en parlait, les Camus et autres, il y a plein d'auteurs algériens aussi à lire qui ne sont pas du tout haineux de la France et qui en plus sont quand même prix Nobel. Donc non, mais c'est un des esprits plutôt on a beaucoup de qualité. matière, mais encore faut-il que ce désir d'aller vers cette bibliothèque soit activé. Méfiez-vous des gens sans bibliothèque. Exactement. Moi, je regarde toujours les bibliothèques chez les gens quand j'arrive. Exactement. Et puis après, sur l'histoire de l'esclavage, allons-y dans l'histoire de l'esclavage. Moi, je sais que je viens d'un pays. C'est concret, hein, donc là, c'est la traite arabo-musulmane qui a eu lieu en premier. Pendant presque 13 siècles. 13 siècles, qui a fait je ne sais combien de victimes, avec le viol des femmes, émasculation des hommes. Sur la traite européenne, orchestrée en fait par les pays du Maghreb avec les ports. Donc regardons les cartes où se situent les ports de vente de ces esclaves au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Mauritanie, et encore aujourd'hui en Mauritanie. Voilà, j'allais dire, si on veut combattre d'ailleurs l'esclavagisme aujourd'hui, c'est l'héritage encore de ces Absolument, cette donc je veux bien qu'on pointe pointe du doigt l'Europe, parce qu'ensuite, après la décolonisation, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a des auteurs africains qui sont musulmans et qui vous en parlent très bien, qui, lorsqu'il y a eu la décolonisation, ça a laissé place à l'islamisation de l'Afrique, à une islamisation extrêmement violente, où on ne reconnaît plus la religion de ses ancêtres. Moi, mon père, oui, d'origine musulmane, mais surtout d'origine animiste, avec des rites qui ont complètement disparu du fait de cette colonisation musulmane, cette colonisation religieuse, et qui est une colonisation agressive, puisqu'en réalité, c'est sur un soft power où les gens ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, on a 54 pays musulmans. C'est pas tombé d'une opération du Saint-Esprit. Donc allons-y dans cette histoire de l'esclavage et de la colonisation, vraiment. C'est très tabou, paraît-il. J'ai plus le nom de l'historien qui a essayé d'en parler, de cette traite arabo-musulmane, un monsieur qui vient du continent africain. J'avais publié une vidéo dessus, très intéressante, sur mon Instagram. Oui, en effet, il paraît que c'est très compliqué encore d'en parler aujourd'hui pour le continent africain. Donc, pour le continent africain, oui, justement, c'est parce que c'est très compliqué que c'est très facile de dire l'Europe, c'est très facile. Après, moi, j'en veux beaucoup à cette loi que la France a adoptée, qui est une formidable loi qui reconnaît l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Mais lorsqu'on sort la traite arabo-musulmane de ce texte, c'est une loi qui est aussi biaisée par rapport au réel de l'histoire. Tout à fait. Alors, pour revenir à l'histoire de votre maman, est-ce que vous voulez partager avec nous vous parliez donc d'une enfant cachée. Ce que vous savez de votre histoire et ce qu'elle vous a raconté, ce qu'elle a réussi peut-être à vous raconter. Parfois, on n'arrive pas à tout dire. Et quel est votre rapport donc à la judaïté, à votre judaïté, à la religion? Oui, alors justement, ça ne concerne pas forcément que ma maman, mon histoire à ma judaïté. Alors, en fait, ma mère est née en 40. Elle a été cachée donc depuis bébé.
en Poitou-Charentes, donc à Montmorillon, dans une ferme à Beumène, donc vraiment une ferme avec peut-être 100 habitants, 100 habitants. Et voilà. Et la chance, c'est que en mai 45, elle a retrouvé mon grand-père à l'hôtel Lutetia. Donc voilà. Donc son père. Son père. Votre ma grand-mère n'a pas été déportée. D'accord. Ma grand-mère n'a pas été déportée. Et c'est pour ça donc que... votre grand-père, oui, puisque à l'hôtel Lutetia, où il est allé pour... Oui, absolument. D'accord. Mon grand-père a été déporté de juin 42, donc convoi numéro 2. Il est revenu à la toute fin en 45. Ouais. D'accord. Il est resté 3 ans à Auschwitz. Ah oui, Auschwitz, ok. Ouais. Et alors, ce que ma mère aussi a réussi à me dire par rapport à la déportation de mon grand-père, c'est que pour tenir 3 ans, il s'était donné justement une forme de rigueur. Ouais. Le premier, ne pas prendre de coups. Ne jamais prendre de coups. Ne jamais se faire frapper. Ne jamais se faire frapper. D'accord. Tenter de ne jamais se faire frapper. Donc, être, le plus... Se fondre le plus possible. Ouais. La chance qu'il avait, c'est qu'il parlait allemand. Ouais. Donc, je crois que ça a aidé aussi. Oui, il devait comprendre plein de choses, entendre, bien sûr. Exactement. La deuxième chose, c'était de se laver tous les jours. Ouais. Donc, c'est-à-dire de tenter de se laver tous les jours. Donc, même lorsque... évidemment, ils n'avaient pas accès à la douche. Bien sûr. Mais d'aller dans la neige, de se laver, éviter les maladies, de trouver des solutions pour être... voilà. Quelle force de caractère. Ouais. Je crois que Simone Veil aussi racontait la même chose. J'avais lu son autobiographie. Je ne sais plus si c'était dedans, oui, aussi, qu'elle se lavait avec de la neige. C'est ça. Il me semble. Ouais, parce qu'en réalité, ce qui a tué beaucoup, c'était les maladies, la vermine dans les camps, typhus, etc. Voilà. Donc voilà. Mais le fait qu'il soit arrivé tôt aussi, c'est terrible, mais je pense qu'il a dû faire des travaux au sein du camp, participer à l'organisation du camp, et ce qui lui a permis... d'être rescapé. Donc après, c'est vrai que lorsqu'il est revenu, c'est cette culpabilité-là. La culpabilité du survivant. Du survivant, et puis ces cauchemars qu'on voit jusqu'à la fin de sa vie. Pardon. Ça, c'est votre maman qui vous l'a raconté, vous l'avez connu ? Moi, j'ai connu mon grand-père. Vous l'avez connu, votre grand-père ? Moi, j'ai connu mon grand-père. Il est décédé lorsque je devais avoir 10-12 ans. Donc, c'est un âge peut-être auquel vous avez pu un peu parler avec lui ou pas de ça ? Parce qu'on sait qu'il y a plein de gens qui sont revenus des camps qui ne voulaient pas du tout en parler. Exactement. Alors, pas parler de ça. En fait, mon grand-père, comme pour beaucoup, en fait, je crois qu'ils nous ont appris. C'est pour ça que le 7 octobre a été... un trauma, c'est qu'ils nous ont appris le silence. Il y a quelque chose en moi qui est de l'ordre familial. C'est-à-dire que ce silence-là, je le reconnais. Je l'ai répétition, en fait. Je l'ai reconnu, oui, voilà, c'est ça. Ensuite, là où j'ai pu échanger avec mon grand-père, c'est quand j'ai commencé à aller au Talmud Torah. Et où lui, après la déportation, il a coupé complètement avec la choule. Il allait plus du tout à la synagogue. Vous pouvez rappeler la choule, ce que c'est pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas ? La synagogue, en yiddish. Et il a coupé, parce qu'en plus, il se reconnaissait... Voilà, après, il y a ce qu'il a vécu, donc croyant, pas croyant. Voilà. Et puis, il se reconnaissait plus forcément, parce que lui, il parlait yiddish, donc dans les prières... telles qu'elles étaient menées après. Donc, c'était un peu rigolo, mais où il disait, non, mais il y a... En gros, pour lui, c'est cette fameuse bataille entre les Ashkénazes et Séfarades. Non, mais à la choule, il n'y a que des Arabes, quoi. Voilà, c'était ça, le truc. Donc, voilà. Mais en revanche, il était très content que j'aille au Talmud Torah, que je lui récite l'alphabet. Et voilà, il était très heureux de ça. Et au fond, vous parliez de ma mère sur la transmission de la religion, puisque elle n'a pas reçu d'éducation religieuse. Mais mes parents, ensemble, voulaient, et surtout mon père, qu'on ait une éducation religieuse et spirituelle. Et en fait, c'est mon père qui a fait en sorte que mon frère et moi, mon petit frère David, on aille au Talmud Torah. Donc, c'est pas forcément ma mère, mais c'est surtout mon père
qui disait, quelle que soit la religion, je veux qu'ils aient une éducation religieuse. Oh, vraiment, bon, vous avez quand même un papa exceptionnel, Rachel, je tiens à vous le dire. Ça, c'est vrai. Quand même, ça, c'est on vrai. voit bien qu'il y a, voilà, il y a eu l'éducation avec quelqu'un de... C'est même plus que de l'ouverture d'esprit, c'est de la curiosité de l'autre, c'est de... oui, un côté très humain, j'ai l'impression, parce que c'est plus que de l'empathie, en fait. C'est une forme d'humanisme, j'ai l'impression qu'il doit porter en lui. Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, pour lui, l'autre, c'est moi. Vous êtes proche de votre papa ? Oui, très proche, très proche des deux. Je les adore, franchement. J'ai fait un sujet pour la presse écrite il n'y a pas longtemps sur les femmes oubliées de l'histoire. Et la personne que j'ai interviewée me disait, voilà, il y avait notamment l'histoire d'Heidi Lamar, cette femme qui... et lui ai demandé à un moment, mais qu'est-ce qui fait que ces femmes se sont distinguées ? Alors, certaines ont plus ou moins bien réussi parce qu'elles ont eu évidemment énormément d'obstacles devant elles. Et elle me disait, on remarque une chose dans le parcours de toutes ces femmes, c'est le rapport au père. Un rapport au père qui était proche de leur enfant et leur a dit très souvent, le monde des possibles s'ouvre à toi. Le monde t'attend. Tu peux y arriver. À une époque où les femmes étaient mineures, elles avaient besoin d'un mot d'absence si elles loupaient. Voilà. Et quand j'ai reçu Abel Boyi et Abdoulaye Kanté, ils ont plus de 300 dates par an dans les écoles. Donc c'est énorme, 311 ou 320, enfin un truc démentiel. J'ai demandé, et Abel m'a dit, ils vont donc parler aux jeunes en difficulté en France, il y a toujours un manque du père. Il y a toujours un père très absent. Et je trouve ça très intéressant ce que vous dites sur votre papa, parce que votre parcours, il est aussi, à mon avis, sous une bonne étoile. Oui. Voilà, celle de parents aimants. Tout à fait, aimants, très, très rigide. Moi, je croyais que mon père ne m'aimait pas, jusqu'à très tard. Ouais. Je pensais que mon père me détestait, me détestait, en tout cas qu'il ne m'aimait pas, parce que, en plus, en Afrique, la relation à l'enfant est très dans la distance. Il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de « je t'aime ». Et donc, je pensais qu'il ne m'aimait pas par rapport à mes autres camarades de classe, où il y avait des bisous. Donc, les seuls mots de mon père, c'était travail, la bibliothèque, faut y aller, faut te faire une situation, faut te faire un récit, voilà. Il faut. Et donc, je me dis, mais aucune humanité. Et après, j'ai compris, en fait. Vers quel âge vous avez compris ça ? Très tard. J'ai compris peut-être à 30 ans. Quand on devient adulte, en fait. Quand on devient adulte, que finalement... Parce que lorsque je me plaignais, j'étais à Assas quand même. Donc Assas, c'est pas non plus le berceau de la tolérance. Donc voilà. Et je disais, je crois, papa, que quand même, il y a certains profs... j'ai l'impression qu'ils sont quand même un peu... J'osais même pas dire racistes. J'osais même pas. Parce que, en gros, pour mon père, c'était... soit une excuse, soit un obstacle qu'il ne voulait pas consacrer. Donc, pour lui, le racisme n'est pas un obstacle. Ou en tout cas, si c'est une barrière, tu dois la franchir. C'est bien la franchir et t'affranchir. Donc, et donc, c'est ça. Et en fait, ça, c'est très précisément l'inverse du dogme décolonialisme, qui voit la race partout, qui voit des problématiques raciales partout. Et donc, vous ne pouvez jamais franchir la barrière du racisme. Le racisme est là, ça sera toujours comme ça. Donc, au fond, noir est votre métier. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'on a vraiment abordé votre rapport à la judaïté, votre judaïté? Alors, pas vraiment. Pas vraiment. Moi, je veux bien savoir, et puis je voudrais savoir, donc évidemment, ça suit, mais comment vous avez vécu, comment avez-vous vécu les attentats du 7 octobre? Et aujourd'hui, comment vous vous positionnez par rapport à l'antisémitisme? Quels sont vos combats prioritaires? Oui. Alors, sur ma judéité, elle est très profonde. Hein. Évidemment, moi, j'ai eu un rabbin exceptionnel. Vraiment, je l'adorais, le rabbin Sayag, qui a été aussi grand rabbin du Luxembourg après. D'ailleurs, Moshe, le rabbin de la Victoire, était à Tours aussi à un moment donné, mais il était bien plus tard. J'ai adoré apprendre, j'ai adoré
les histoires Puis en plus, j'étais la seule fille, alors je sais pas. Mais bon, moi, j'étais Esther à chaque fois quand il fallait faire les petites scénettes comme ça. J'ai adoré ces histoires de Pourim, de Pessah aussi, parce que justement, sur la sortie de l'esclavage, j'y vois tellement de liens avec cette libération, trouver cette force pour se libérer chaque jour de soi-même, parce qu'on est notre principal ennemi. Et puis, c'est parfois tellement confortable, justement, de rester en fait dans justement cette identité carcérale. En fait, c'est parfois confortable d'être esclave, surtout quand tout va bien. Donc, de se dire esclave d'un dogme, d'une idéologie, etc. J'ai vraiment adoré ça. Et puis j'avais un monsieur que c'était un peu mon grand-père par substitution, qui s'appelait Yoram Bar David, qui était professeur d'allemand, que ma maman connaissait et qui m'amenait de 7 ans jusqu'à 14 ans à la synagogue. Et tous les vendredis, j'étais à la synagogue, à la choule, tous les vendredis. Et puis je suis croyante. Je suis laïque, mais je défends la laïcité à fond, mais je suis croyante. Et je pense que ça vient aussi de mon père, de ces choses. Et puis, c'est vrai qu'à l'âge de 14 ans, il y a le rabbin qui voulait me voir. Parce que je récitais avant le schéma, le premier paragraphe, le vendredi, j'étais contente, comme ça, je faisais mon petit paragraphe, voilà. Et donc là, vous aviez 14 ans ? Avant. De petite, et puis à 14 ans, le rabbin me demande à me parler. Ouais. Pour me dire que je ne ferai plus le petit paragraphe. Mince. Bah oui. Pourquoi ? Parce que femme. Donc, voilà. D'accord. Donc là, après, moi, j'ai déserté la synagogue. Bah oui, je comprends, déception. C'était la rébellion. Non, mais après, je suis revenue. Mais c'est vrai qu'il y a ce moment-là aussi. Petit choc quand même, oui. Petit choc. Prise de conscience. Ouais, exactement. Déjà, Rachel, maintenant, tu vas aller en haut. Ah oui. Voilà, t'es plus avec David et Noam et tes camarades. Tu vas en haut et puis tu te tais. Voilà. Donc voilà. Après, c'est vrai que le 7 octobre, pour répondre à la question, c'était vertigineux. Ouais. Et c'est bizarre parce que, à la fois, c'était un enfer, un cauchemar, et à la fois, j'avais cette phrase de mon grand-père où il m'avait dit « ils reviendront ». Ah oui. Avec son accent. Et en fait, c'était ce moment-là, et puis c'était ce moment où je sentais aussi en France cet antisémitisme monter, depuis Racé. Parce que pour moi, en fait, avec ma couleur de peau, de dire que je suis juive, c'est comme genre un coming out, quoi. Ouais. Bon, c'est un peu... mais Rachel, vous êtes juive, quoi. C'était un peu ça. Ouais. C'est pas Salomon, vous êtes juif. C'est ça. Donc, bon, voilà. Et surtout dans le milieu hip-hop, etc., dans lequel j'étais. Donc, voilà. Mais le 7 octobre, avec les ricanements, la disqualification... le négationnisme tout de suite, le révisionnisme tout de suite, raconter absolument n'importe quoi, et puis toujours les mêmes mécanismes qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, ce que j'ai vécu, de vous faire taire, des intimidations. Et plus que jamais, je me battrai pour répondre à votre question sur notre existence en tant que Français, notre unité, de nous tenir debout, et encore et toujours nos signatures. Comment vous gérez ça ? Et on peut peut-être dire un mot sur Wikipédia, d'ailleurs, la façon dont il y a une propagande qui est faite. Tout à fait. Comment vous gérez ces attaques sur les réseaux sociaux ? Et les principales attaques, quelles sont-elles ? C'est votre couleur de peau ? C'est votre religion ? C'est quoi ? C'est tout. C'est-à-dire que c'est vous avez le lot... C'est-à-dire que c'est justement par rapport à l'intersectionnalité, normalement je devrais avoir toutes ces personnes intersectionnelles qui devraient me défendre. Mais bien sûr. Quand je vois certains élus qui défendent les femmes noires, etc. Mais moi je fais jamais partie des femmes noires, en fait. Vous voyez, c'est ça qui est marrant. Enfin, pas du tout marrant, mais qui est très triste.
Oui, Wikipédia, donc maintenant c'est quand même de plus en plus su et c'est vrai qu'il faut alerter même les plus jeunes qui font des exposés sur des personnalités, toujours vérifier ces sources d'informations, puisque les disqualifications quand vous êtes juif ou quand vous défendez la République, l'humanisme, l'universalisme, etc., il y a une technique de certains journalistes qui se disent journalistes d'extrême gauche, mais qui usent de la calomnie pour finalement faire des articles. Et c'est sur ces articles qu'on change votre page Wikipédia ou qu'on oriente votre page Wikipédia. Par exemple, alors moi, ça a été le déjeuner avec Marine Le Pen, la calomnie sur Radio Classique, le plagiat, ou sur Racé aussi. Racé qui serait un essai contre les décoloniaux. Non, c'est pas un essai contre les décoloniaux, c'est un essai qui a pour but de réparer notre pays et de trouver des points d'appui pour nous réparer. C'est un essai sur le langage, voilà, surtout et avant tout. Mais tout ça, ça participe à la négation. À chaque fois qu'il y a un juif, une juive, il faut surtout le décrédibiliser, le disqualifier, l'humilier, le calomnier. C'est incroyable. Ouais. Vous parliez tout à l'heure dans votre histoire d'enfance à la synagogue, avec cette histoire de tu dois monter en haut, oui, forcément pas en bas, mais en tous les cas, cette prise de conscience qu'il y a une différence entre les garçons et les filles. Quel est votre rapport au féminisme aujourd'hui ? Et donc on a parlé d'intersectionnalité, d'universalisme. Comment vous voyez l'avenir en France par rapport à l'évolution de cette fameuse intersectionnalité ? Alors vous n'aimez pas le terme wokisme, mais on voit que aux États-Unis, il y a quand même des contre-mouvements très forts maintenant. Ils sont quand même en avance, parce qu'on a hérité de ça aussi, beaucoup des États-Unis, des pays anglo-saxons. Donc peut-être qu'on aura les mêmes contre-mouvements qui vont arriver aussi en France. Comment vous voyez l'avenir en France par rapport à ça, par rapport aux partis politiques, par rapport à LFI, parce que bon, quand même, on sait que c'est surtout LFI qui prend position... je n'ai pas besoin de développer, je pense que tout le monde est au courant. Donc, comment vous voyez les choses et quel est votre rapport au féminisme ? Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, mon rapport moi, je suis féministe, évidemment, à fond. C'est quoi être féministe pour vous ? Le féminisme, c'est d'abord un universalisme et c'est un humanisme. C'est-à-dire que c'est ce qui permet, en fait, aux femmes d'être à égalité avec les hommes. Point, mais dans un universalisme. Alors l'universalisme, tout à l'heure, vous disiez « moi, c'est l'autre » ou « l'autre, c'est moi ». Exactement. D'accord. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'une femme qui vit dans un pays très pauvre et qui est, par exemple, musulmane, est-ce qu'on peut considérer qu'elle va pouvoir s'identifier à nous, européennes, libres ? Bien sûr. Dans quel sens ? Puisque ça, c'est quelque chose qu'on entend dans beaucoup. Dans le sens du corps. Pour qui te prends-tu, petite blanche occidentale ou juive, d'ailleurs, c'est pareil. Enfin, en gros, tu n'as pas le droit à la parole, ce dont vous parliez. Oui, mais alors tu n'as pas le droit à la parole, mais en même temps, quand on ne pense pas comme elle, on n'a pas le droit à la parole non plus. C'est-à-dire que moi, normalement, je pourrais avoir droit à la parole, mais je vois bien que j'ai pas le droit à la parole. Donc en fait, c'est faux. Non, mais c'est le corps. C'est le corps, c'est aussi une manière de se construire en tant que femme, avec ce changement du corps. C'est aussi avec une histoire ancestrale depuis la création, depuis le Jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi tous ces drames. Et je ne peux que penser à nos otages femmes prises entre les mains du Hamas, à ces mutilations, à l'excision, à ces batailles pour l'IVG, à ces batailles pour accoucher dans la dignité aussi. Voilà, parce que souvent on dit il faut mourir dans la dignité, mais donner naissance dans la dignité aussi, c'est important. Et notamment de choisir sa grossesse, c'est important. Donc voilà, et je pense que là, sur ce champ-là, toutes les femmes du monde ont un noyau dur de bataille. Voilà. Et donc, que sur ce champ-là, sur ce qui rythme nos vies, on est main dans la main, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos couleurs de peau, quelles que soient. Donc et c'est justement parce qu'on est main dans la main que l'on peut. Enfin,
c'est parce que l'on devrait être main dans la main que normalement on devrait être plus puissante pour être à l'égalité, notamment l'égalité des droits avec les hommes. C'est pas un égalitarisme, c'est l'égalité devant la loi avec les hommes. Voilà, oui, c'est bien de préciser, devant la loi. Après, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, dites-moi. Sur nos enfants, sur le futur, sur LFI, sur... de toute façon, avec LFI, moi, c'est... Ça y est, pour moi, ce ne sont plus nos adversaires politiques, ce sont véritablement nos ennemis. Quand ils sont capables d'inviter un Médine qui ne fait pas un jeu de mots sur mon nom, parce qu'après, il a essayé de se rattraper, c'est le nom de son père. Oui, s'excuser après dans les médias, mais vous pouvez juste peut-être rappeler Rescanpé, une allusion donc à votre famille, votre grand-père rescapé des camps. Oui. Faut déjà connaître l'histoire, donc j'ai une intention très, très nette, parce qu'on peut ne pas savoir du tout connaître votre histoire. Oui. Et il a tweeté ça. Je vous laisse raconter. Oui, il a tweeté ça, en fait, parce que je soulignais comme vous le disiez en tout début, en introduction, moi j'ai travaillé avec les Verts, et c'est vrai que sur le papier, la question de l'environnement, et puis en plus, moi ma mère était en kibboutz aussi, donc la question de l'environnement, de travailler, parce que c'est toujours assez étonnant de voir que les Verts, que certains Verts haïssent autant Israël. C'est quand même un pays qui a créé un pays généreux sur un sol qui était un désert, avec une gestion de l'eau assez incroyable. Donc, voir que les Verts, notamment, et puis ensuite... Et le droit des animaux, j'en profite aussi. Et le droit des animaux, qui, moi, me tient très à cœur. Il y a vraiment des avancées énormes sur le droit des animaux. Tout à fait. De voir que cette personne a été invitée avec tout ce qu'il a pu faire, et Quenel, etc., et j'en passe, dans des universités des Verts ou de LFI, c'était assez effroyable. Et donc, comme Mathilde Panot a ricané en réalité sur la première ministre en soulignant qu'elle avait été... Vous êtes une rescapée, c'est ce qu'elle a dit à l'Assemblée nationale. Donc je disais, peut-être qu'ils pourront nous expliquer, entre Médine et Mathilde Panot, ce qu'ils entendent par le mot rescapé. C'est là que le Médine a tweeté rescanpé en faisant un jeu de mots, en essayant de se rattraper avec le nom de mon père. Enfin, je veux dire, c'est pas le nom de mon père, c'est mon nom déjà. Et ensuite, c'est mon histoire familiale. On ne fait pas un jeu de mots sur rescapé de manière anodine. Ensuite, pour nos plus jeunes, ce climat-là, il est détestable. Parce que pour nos plus jeunes, l'histoire commence à leur naissance, c'est-à-dire en 2004, 2005. Ce sont des enfants qui sont nés avec la mort d'Ilan Halimi, l'attentat de Toulouse, l'hypercachère, Mireille Knoll, et j'en passe, jusqu'à Marco, la semaine dernière, attaqué au sortir de la synagogue pour Shabbat en traitant de sale juif. Ils se sont construits là-dessus. Donc, à l'heure du développement durable, à l'heure où on a des politiques qui ne cessent de nous parler, oui, nos générations futures, on a une partie des générations futures en France qui se sont construits en ayant intégré complètement que lorsque tu es juif, tu es attaqué. C'est pas. Aujourd'hui, on a du mal. On fait des séquences en fait, sans voir sur le long terme ce que ça produit sur nos enfants, tout ça. Voilà. Et LFI, alors là, donne du grain à moudre pour des questions électoralistes, et surtout parce qu'en fait, ils veulent simplement le chaos. Oui. Donc c'est pas, ils veulent pas forcément être élus. Ils veulent que la France ce soit un joyeux bordel. Comme ils le font à l'Assemblée nationale, où on a Yael Braun-Pivet qui se transforme en CPE de l'Assemblée nationale. Quoi. Ouais. C'est quand même... voilà l'image que l'on renvoie à nos enfants. C'est pas très responsable et c'est pas très adulte. Rachel Kahn, le temps passe, le temps file. J'aurais encore 1000 questions à vous poser. Est-ce que vous croirez, si je vous dis que j'avais une liste de 15 questions, j'ai dû vous en poser une, tant les... Non, pas mince, parce que justement, le dialogue s'est créé très naturellement, et j'ai rebondi.
Oui, oui, Parce oui. que c'est ça qui compte, c'est vous Comme écouter. au triple saut. Voilà, c'est ça. Oui, Ouais. alors je pense que je serais moins bonne que vous. Triple saut intellectuel, on va dire. Ça Voilà. s'arrête là pour moi. Est-ce que vous avez une actualité peut-être dont vous voulez nous parler avant qu'on termine, ou quelque chose à nous dire qui vous tient à cœur sur ce sujet, sur l'antisémitisme, Oui. et votre actu, peut-être? Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas, alors, on n'a pas parlé de l'antisionisme. Moi, je suis sioniste, donc voilà, évidemment. Mais sur l'antisionisme qui est le botox de l'antisémitisme, il faut le répéter haut Oui. et fort. C'est-à-dire que LFI, ils ont une fascination pour la jeunesse, et notamment la jeunesse des quartiers. D'ailleurs, ils font des amalgames que tous les musulmans devraient penser pareil, que ma couleur de peau leur appartiendrait, et qu'il faudrait que tout le monde que c'est légitime d'être antisionisme, mais en réalité, ce n'est que le botox de l'antisémitisme. Voilà, on aurait pu parler effectivement des Césars, avec ce silence aux Césars, de l'Eurovision, où on veut une nouvelle fois qu'Israël n'apparaisse plus, des JO, on veut une nouvelle fois qu'Israël n'apparaisse plus. Ça, c'est pas une question d'antisionisme, c'est véritablement de l'antisémitisme. On veut vous rayer de la carte. Sinon, sur mon actualité, je sors dans un mois un ouvrage qui est la suite de Racé, un petit peu, mais avec un concept un peu différent, qui s'appelle Encore debout. La République à l'épreuve des mots, où je me mets dans la peau justement à la fois de l'extrême gauche, à la fois de l'extrême droite, et à la fois aussi de ces pattes-vaguistes qui nous font un discours ronronnant et qui, au fond, entachent notre unité et entachent notre posture, le fait qu'on arrive à tenir encore debout. Voilà. Donc ça, c'est... Quelle maison d'édition ? À l'Observatoire. L'Observatoire, ouais. D'accord. Et donc, dans un mois, vous disiez ? Oui, le 3 avril. Le 3 avril. Ouais. Vous allez avoir des dates peut-être annoncées sur vos réseaux ou de signature de rendez-vous avec vos lecteurs ? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. En tout cas, c'est un livre qui me tarde parce que... Enfin, en tout cas, j'aimerais le partager. Je suis impatiente de le partager avec tout le monde parce que j'ai vraiment pris du plaisir à l'écrire avec ces plaidoiries, en endossant les différents personnages, avec leur folie de langage. Mais en réalité, la mission que nous avons, c'est être vraiment un, comme dans le schéma Israël, et de tenir debout. Très bien. Sur ces mots, je vous remercie infiniment, Rachel Kahn, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir répondu aussi honnêtement et sincèrement à mes questions, parfois intimes, pour quelques-unes. Pour ce 7e épisode, vous pouvez le retrouver, donc Parole contre l'antisémitisme, podcast que vous pouvez écouter sur les plateformes d'Apple, de Deezer et de Spotify, également sur le DAB+, de Radio RCJ en numérique, sur le site dans la rubrique RCJ Studio et dans les spéciaux de la rédaction. Je vous dis à très vite et merci de nous écouter. C'est bon. Super.